la présentation va faire environ une trentaine, quarantaine de minutes. Je vous propose sur l'écran de droite de pouvoir poser vos questions. Si vous le souhaitez, si vous en avez. Et bien sûr, après, on fera une séance de questions-réponses. Voilà. Si ça va à tout le monde. Nasser, je te laisse la main. Très bien, Thibaut. Ben, écoute, on va commencer avec José. Puis, en attendant, notre invité et partenaire de cette animation, Frédéric Fouillet, qui effectivement rencontre quelques difficultés pour se joindre à nous, mais comme sa partie est encore un petit peu plus loin dans cette présentation, nous espérons qu'il aura le temps de se joindre à nous. José, je pense que tu voulais donc commencer. Si ton micro est actif, Oui, il est actif. Très bien. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents dans le contexte actuel. Et en premier lieu, j'espère que vous allez tous bien, vous et vos proches. Voilà, donc nous allons démarrer. Donc, on va faire un petit comment dire, point de situation sur la signature électronique. Et on va faire un focus sur la signature électronique en mobilité, d'autant plus que dans le contexte actuel, ça prend tout son sens. On passera d'ailleurs par différents cas d'usage, y compris de ce qu'on appelle la signature interne, c'est-à-dire pour faire du bon à payer ou de la validation de paiement avant émission. On fera un point de situation sur la signature cloud, donc la signature dématérialisée, sans token. Donc Frédéric, le directeur d'innovation de CertEurope, sera avec nous et on rentrera un peu plus dans le détail en termes à la fois de périmètre, de disponibilité et où on en est, puisque nous avons fait plusieurs POC avec CertEurope dans ce cadre-là. Donc les cas d'usage. Et puis on terminera par une petite démo de la signature mobile et de la signature dématérialisée. Voilà. Donc, rappelez juste un peu les contextes et les enjeux sur la signature électronique. Voilà, donc aujourd'hui, on est d'accord que le contexte de la signature bancaire et BixTS ou SWIFT permet d'avoir une signature unique auprès de l'ensemble des banques. On n'est pas dans du propriétaire, c'est-à-dire banque par banque. On est bien dans une signature unique et universelle. Cela permet de confirmer les paiements, évidemment, reconnaître les pouvoirs bancaires, et ça rentre dans le périmètre de la lutte contre la fraude. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur les BixTS. Donc cette signature, elle nécessite obligatoirement un dispositif physique, une clé, e-token, puisqu'en fait, les éléments de signature, les clés de signature doivent être stockés sur une puce cryptographique. Donc, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, ça limite la partie mobilité et ça nécessite surtout une gestion des clés physiques qui peut être compliquée si vous avez énormément de signataires, énormément de filiales. Voilà. Et puis, un petit rappel, hein, quand on parle d'ébixoter et de venir aller signer valider sur un partenariat bancaire, ça c'est souvent propriétaire et puis vous avez de multiples opérations manuelles. Donc là, c'est le contexte. Donc aujourd'hui, on est un peu limité dans la mobilité compte tenu du dispositif physique. Donc l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir. Donc, pour rappel, les enjeux de cette signature, donc permettre une signature mobile unique, toujours unique hein, dans le cadre de BixTS. On va éliminer ou en tout cas réduire les dispositifs physiques. Ça ne veut pas dire que ça disparaît. On peut garder les deux modèles. On va utiliser une identité numérique, puisque quitte à aller, mais Frédéric reviendra sur ce point-là, quitte à aller sur du cloud et faire de la signature cloud, eh bien, être en conformité avec la directive eIDAS qui est autour de l'identité numérique. Identité numérique, ça veut dire que c'est aussi validé par un provider. Aujourd'hui, vous en connaissez tous un, qui est France Connect pour vos impôts. Et puis, évidemment, une solution qui soit européenne. Donc ça, c'est les enjeux de cette signature dématérialisée dans le cloud. Merci José. Donc, un petit rappel sur comment
se définit la signature bancaire telle qu'elle est utilisée aujourd'hui par les entreprises françaises, en tout cas en France. Elle s'appuie effectivement, comme José l'a rappelé il y a un instant, sur un dispositif physique qui est le token. Alors, pour reprendre le principe de la signature bancaire, on a comme point de départ le fichier contenant les différents ordres, les différentes remises de paiement qui proviennent des applications métiers de l'entreprise, à savoir ce qui provient de la comptabilité pour les virements fournisseurs, par exemple, de la paye pour les solutions RH, de la trésorerie et voire aussi éventuellement de solutions de l'éditeur Sage, par exemple, qui permettent de faire de la saisie manuelle en complément du dispositif à l'intérieur de l'entreprise. Donc tout ça parcourt un cheminement, un circuit de signature électronique bancaire qui aujourd'hui est limité à la simple ou double signature. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce cadre-là. Et cette signature, pour les raisons liées à ce dispositif physique, le token, elle nécessite au minimum un micro-ordinateur qui a un dispositif USB pour permettre, un, d'insérer cette clé et de deux, de faire tourner le runtime, c'est-à-dire le driver associé à cette clé. Exemple 3SKey, par exemple, qui peut nécessiter, par exemple, le driver installé sur le poste ou bien auto-embarqué dans la clé, qui est un autre mécanisme de ne pas devoir installer le runtime, il tourne à l'intérieur de la clé. Alors, les premiers objectifs de ce mécanisme-là, c'est un, de pouvoir évidemment mettre en place des circuits de contrôle, de validation, avec des règles, des seuils en fonction des personnes habilitées à faire cette signature bancaire. Par ailleurs, ce fichier va véhiculer l'information des différents signataires et donc leur pouvoir bancaire. Ceci sera reconnu à l'arrivée sur le serveur de la banque et pourra donc valider ou pas, côté banque, l'exécution des différents ordres de paiement. Cette clé, évidemment, lorsqu'on va l'utiliser, elle est reliée à une autorité de certification qui va pouvoir contrôler la validité de ces certificats qui sont dans la clé. Ça, c'est la particularité dans cette signature aujourd'hui version token. Et donc, on va simplement vérifier qu'il n'y a pas une révocation par rapport à ces certificats dans la clé. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de se projeter de la signature bancaire unique dans le cloud demain. Et donc, en premier lieu, on l'a vu un petit peu plus tôt avec les enjeux que José a développés, de s'affranchir, entre autres, de dispositifs physiques et deuxième point, de faciliter la mobilité autant que possible avec ce mécanisme de certificats embarqués dans le cloud cette fois-ci. Donc, on n'utiliserait plus qu'une application mobile cette fois-ci sur un smartphone, mais on pourrait néanmoins continuer à faire aussi de la signature dans le cloud au travers du micro-ordinateur ou du PC de bureau. Ça permettra néanmoins de ne pas devoir utiliser de clé, par exemple. Et José l'a rappelé, évidemment, cela ne bannit pas définitivement les tokens. Les entreprises qui souhaitent garder néanmoins l'usage de tokens pourront toutefois continuer à l'utiliser. Mais la vocation étant d'aller vers de la mobilité et de la simplification, c'est bien dans ce sens-là que s'inscrit ce projet de la signature dans le cloud. Donc, elle est aujourd'hui définie dans le cadre et sous l'égide du FNTC, et puis du Cloud Signature Consortium qui regroupe différents acteurs qui réfléchissent à la meilleure manière de mettre en œuvre ces signatures de cloud, tout en évidemment en ayant à l'esprit une volonté très forte de sécuriser ce parcours. Je ne sais pas si nous avons notre invité pour compléter ce débat. Frédéric Fouillet? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Ah bah parfait, j'ai réussi à rejoindre la conférence. Donc bonjour à tous. Désolé pour ces petits incidents techniques, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Et puis j'espère que vous portez tous bien et vos familles également. Donc voilà, donc Frédéric Fouillet, donc moi je suis en charge de l'innovation dans le groupe OuDrive et dont CertEurope est une filiale.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez CertEurope, mais nous sommes une autorité de certification qualifiée EIDAS et nous offrons aussi des services de signature. Donc, en fait, comme le disait tout à l'heure José, en fait, aujourd'hui, si on regarde comment fonctionne la signature pour vos ordres de virement, donc, vous utilisez aujourd'hui un token. Ça peut être plusieurs autorités de certification qui vous le fournissent. Et pour avoir ce token, il faut plusieurs choses. Donc, comme vous le savez, donc la signature, c'est lié à une réglementation qui avant était RGS, maintenant c'est EIDAS. C'est aussi réglementé par le CFONB avec ce qu'on appelle la PAC, qui est la politique d'acceptation commune des banques. Et donc, en fait, pour avoir un certificat, il vous faut plusieurs choses. Donc, il faut une première phase d'enregistrement. Donc là, on va vous demander des papiers, votre pièce d'identité, etc. Et ensuite, en général, on vous le remet en face à face. Voilà. Ça, c'est la procédure habituelle. Et à la fin de ce processus, vous vous retrouvez avec un token qui contient un certificat et on vous fournit un driver pour l'installer sur votre Windows ou Mac aussi, mais bon, ça marche mieux sous Windows quand même. Voilà. Et donc, avec tout ça, vous allez ensuite sur les applications de Sage et les éditeurs de signature et de flux EBIX. Et donc, vous prenez votre token et vous allez signer en local un ordre de virement qui sera ensuite utilisé, envoyé à votre banque. Donc, en fait, la situation aujourd'hui, elle est que le token, c'est compliqué, hein, il faut quand même l'installer. Et en plus, c'est compliqué de l'utiliser en mobilité. Donc voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure, José parlait d'une solution de signature dans le cloud. Donc justement, on va y venir, hein, c'est le prochain slide. Donc je suis un peu en aveugle, donc j'espère que le slide est bien arrivé. Donc, oui. Donc là, dans l'avenir, en fait, on aura toujours, un enregistrement à faire. Maintenant, on va le rendre dématérialisé, c'est qu'en fait, on pourra vérifier en ligne vos pièces d'identité et on pourra aussi faire un face-à-face à distance. Donc, soit virtuel avec de la reconnaissance faciale, soit via l'opérateur qui sera en Skype ou en visioconférence. Donc, c'est des solutions qui commencent à être qualifiées, donc c'est des choses qui vont arriver rapidement. Et donc, au lieu de vous donner un token avec un certificat à l'intérieur, vous pourrez utiliser soit un token pour ceux qui veulent continuer à garder un token, mais il n'y aura pas de certificat à l'intérieur, ou, et c'est là où il y a peut-être un intérêt pour ceux qui n'ont pas les tokens, c'est d'utiliser une application d'authentification. Pour ceux qui sont familiers de France Connect, c'est un peu la même chose, c'est quand vous allez vous connecter sur un site, on va vous demander un OTP pour ouvrir la connexion. Donc c'est un peu de ça dont on parle. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit qualifiée par la NSSI, qui est l'instance sécurité du gouvernement. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va changer d'un point de vue enrôlement, enregistrement et fourniture de moyens. Donc avec tout ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous connecter à une application web de Sage, par exemple, et donc vous allez en fait choisir les virements que vous voulez faire, et à un moment donné, vous allez vouloir signer. Donc ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, le certificat se trouve dans votre clé, mais demain, il ne sera plus dans votre clé, il sera dans un boîtier cryptographique, comme on peut le voir sur le schéma à droite. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir activer à distance votre certificat de signature. Donc, ça permet donc d'avoir une alternative au token, cette solution. Donc, une installation plus facile. Alors, le token, ce ne sera pas le token comme aujourd'hui, ce sera un token FIDO2. FIDO2, c'est un standard international qui vient qui a été créé par les Google, Apple, etc. Et en fait, il est automatiquement reconnu par les navigateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de driver à installer. Ce qui est quand même mieux que le cas précédent. Et bien sûr, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir signer à distance en mobilité avec un téléphone. Donc voilà pour un peu poser les problématiques.
Et je vous propose après, pour rendre plus concret la cinématique, de vous présenter le schéma. Alors, je ne sais pas si le schéma apparaît maintenant. Voilà, merci. Donc en fait, on se met à la place d'une personne qui va devoir signer un ordre de virement. Donc en fait, il va se connecter, on est parti sur une connexion à partir d'un téléphone mobile, un téléphone portable. Donc en fait, vous allez vous connecter à l'application Sage. Pour vous identifier, vous allez utiliser en fait une autre application un peu à la sauce France Connect ou un Google Authenticator pour ceux qui connaissent. Vous allez devoir saisir un code. Ce code va vous permettre d'ouvrir, de vous authentifier et d'ouvrir la connexion. Et donc, vous allez vous retrouver avec l'application Sage en étant connecté. Donc, vous allez après l'utiliser normalement pour préparer vos ordres de virement. Et lorsque vous avez envie de signer un ordre de virement, c'est ce qu'on voit après, vous allez devoir taper un code pour débloquer le certificat qui est sur le boîtier cryptographique dans le CLAD, on le voit un petit peu au-dessus là, en utilisant le protocole CLAD Signature Consortium, qui est un protocole international. Donc voilà, donc en tapant ce code, vous allez ouvrir l'accès à votre certificat de signature. Vous allez signer votre document, enfin, votre ordre de virement, et en fait, l'application va ensuite l'envoyer à votre banque. Donc voilà un peu assez rapidement comment on imagine la nouvelle façon de signer à distance. Merci Frédéric. On pourra en fin de séance revenir éventuellement pour répondre à des questions de nos invités qui nous écoutent pour peut-être préciser certains aspects de ce qui a été développé ici. Merci Frédéric. José, eh bien, je pense que c'est à ton tour de prendre le relais. Cette fois-ci, les cas d'usage. José. Oui, j'en ai donc on va voir les différents cas d'usage. Comme le disait Nasser, on reviendra en fin de session lors des questions-réponses, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup sur cette signature dématérialisée. Donc on a déjà fait plusieurs POC avec CertEurope autour de ça. On pourra parler un peu du calendrier. Donc sur les différents cas d'usage, et d'autant plus en ce moment, donc tu peux avancer. Donc aujourd'hui, donc on est tous en télétravail, donc on a des difficultés pour signer les virements. Donc il est important que l'on puisse avoir accès à son application de signature, notamment pour les signataires. Donc pour ça c'est être en mode web. Bien sûr, nos clients SaaS le sont, mais pour les clients qui sont installés sur site, d'utiliser le navigateur. Alors pour les clients Sage, je rappelle que c'est une option qui est standard à déployer. Voilà, donc il n'y a pas de surcoût de licence, c'est intégré. Et puis, je voulais faire un point sur le dernier cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser la mobilité pour signer d'une manière bancaire, mais un certain nombre de clients ont l'habitude de faire ce qu'on appelle la signature interne, une phase de validation au navigateur. On peut très bien utiliser aussi la mobilité, donc les applications de signature mobile que l'on a sur Android ou iOS pour faire de la signature interne, faire un parcours de bon à payer. Donc, dans le contexte actuel, on a certaines personnes, notamment la comptabilité, qui avaient l'habitude de valider. Et donc, ça peut être un des moyens aujourd'hui, à distance, de faire ces validations de campagne de règlement. Donc, c'est un cas d'usage un peu particulier, qui n'est pas de la pure signature électronique, mais qui est quand même de mettre en place un workflow sécurisé de validation des ordres de paiement. Donc ça, c'est aussi disponible et il ne faut pas hésiter à mettre en place ce type de workflow si ça peut aider à valider ces campagnes de règlement et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans la continuité de service. Donc, pour rappel, cette validation interne, donc, ça vient soit de la compta, soit de la RH pour les flux de paye ou de la trésor. Et donc, avant de passer en transfert bancaire, ça peut être Swift et Bix, mais donc on passe par une validation interne.
Donc certaines applications, enfin certains clients qui sont sur SwiftNet et qui ont l'habitude de faire du SwiftNet, notamment à l'international, vous savez que la signature électronique sur SwiftNet, elle est assez importante en France, beaucoup moins sur certains pays, et donc souvent, en s'appuyant sur le réseau Swift, on fait de la validation interne. Bon, c'est la même mécanique, mais simplement, on met en place ce workflow interne avant de validation. Tu peux passer. Merci José. Donc sur ce qui a été dit précédemment, ici on est dans le schéma où on va compléter les capacités de la solution à faire de la validation interne ou de la signature interne, comme on voudra utiliser cet aspect-là. L'idée ici, c'est d'augmenter le niveau de participants et aussi de permettre à certains valideurs de pouvoir quand même être en mode de mobilité afin de participer à l'approbation des paiements. Ça suppose néanmoins de maintenir une vraie signature bancaire avec le token. Alors je parle au temps présent, hein, c'est-à-dire la situation d'aujourd'hui. Donc typiquement par exemple avec IBXTS où c'est obligatoire d'avoir ce token pour faire cette simple double signature. On pourra prolonger ce mécanisme en amont en mettant en place un ou X valideurs mobiles cette fois-ci, ou par leur PC aussi, par le web en tout cas, de contribuer à l'approbation du paiement, de la remise vers la banque. Si on regarde encore de manière plus large ce qui a été dit plus tôt, et dans un contexte actuel où vous avez pu observer par différentes instructions, différentes directives qui insistent auprès des entreprises de redoubler plus que jamais en termes de sécurisation des flux avec le phishing, les emails soi-disant officiels qui sont ni plus ni moins que des chevals de Troie pour déclencher un contrôle à distance des applications métiers. Il va de soi qu'on a une sensibilité accrue en termes de risque, en termes de fraude, et quand on vient compléter ce qui a été dit plus tôt par une solution qui va prévenir le risque de fraude sur la base des tiers bénéficiaires, eh bien, on a une chaîne ici, ce que vous voyez à l'écran, complète de l'intégration du fichier paiement qui va être scruté, scanné, analysé dans le risque de détournement de fonds dans le bénéficiaire qui est intégré dans le fichier. Et puis après, on retrouve évidemment cette mobilité avec la validation interne. On retrouve cette signature bancaire avec le token et cette transmission multiprotocole côté banque. On a toujours au temps présent, la mobilité suppose évidemment un minimum de vigilance. Et dans ce cas-là, on peut renforcer cette mobilité par le principe du multifacteur, c'est-à-dire qu'on va doublement identifier, authentifier le valideur qui va utiliser le smartphone, par exemple, pour aller valider les paiements. Donc, on va se connecter, suivant les annuaires d'utilisateurs classiques, hein, Active Directory, LDAP, SAMLv2, enfin l'authentification classique que vous connaissez tous dans l'entreprise. Ensuite, à côté de ça, le deuxième facteur d'authentification va s'appuyer sur une application de type Google Authenticate. On est sur un protocole OTP pour les initiés. Donc, on va s'appuyer sur une application qui va vous demander de confirmer, d'approuver la connexion que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on rentrera sur la phase de la validation des paiements pour soit télétransmettre à la banque si on n'est pas sur un protocole de type IBXTS, ou bien si on est sur un réseau SwiftNet où là on n'a pas besoin fondamentalement de la signature bancaire au sens de l'usage avec le token, en accord avec vos banques bien sûr, eh bien ce que vous voyez ici peut suffire à faire ce type de validation. Alors, je vous propose, avant de passer sur la phase des questions-réponses, deux démonstrations ici filmées, une sur la mobilité, le smartphone, et une autre sur la mobilité du certificat à travers
le browser à travers le web, c'est-à-dire sur votre PC ordinateur. Donc, ici, vous voyez une illustration qui est un vrai atelier pour le coup, avec, là c'est pour le coup avec CertEurope. Donc on est sur l'application mobile Sage pour la signature bancaire. On va s'authentifier une première fois par rapport à l'annuaire des utilisateurs. L'utilisateur voit la liste, donc un tableau de bord qui lui rappelle les différentes situations au niveau des fichiers paiement. On va aller sur le fichier à signer. On a 8 fichiers qui sont dans la librairie, donc on fait défiler ces 8 fichiers. On a un minimum d'informations déjà à ce stade-là. Quand on zoome sur le paiement, on voit que dans cet exemple-là, il est question de 10 virements à l'intérieur du fichier avec le niveau de signature attendu. Donc on rentre dans le fichier, on voit la remise, l'entête de remise, donc le compte qui va servir au débit. On rentre dans le détail de cette remise et là on voit les transactions, les 10 transactions qu'on a vues un petit peu plus tôt résumées. Et on va aller même un peu plus loin, on va dire, dans l'urgence, on nous demande de stopper un paiement vers un fournisseur, par exemple. Et dans ce cas-là, on peut même annoter cette suppression à l'intérieur du fichier. Donc, il y a un virement par rapport aux 10 virements qui va être supprimé. Donc, on va avoir un fichier sur 9 virements qui va partir à la banque et un virement qui ne partira pas. Ça peut même être notifié à un responsable au niveau de la comptabilité de l'opération qui ne sera pas transmise en banque. Et puis, on va avoir un rappel de la position prise sur le fichier. Et si on est d'accord avec cette position, eh bien, on va aller à ce moment-là signer. Ceci va nous inviter, donc de deux choses l'une, soit à faire la saisie du code PIN du certificat dans le cloud. C'est le cas dans cette démonstration-là. On connecte le cloud, on va appeler notre certificat, on saisit le code PIN associé, et voilà la signature qui est terminée sur cette partie mobile. Sur la partie web cette fois-ci, et certains de nos clients connaissent déjà ce type d'écran, eh bien ici, vous allez voir la différence qu'on est sur la signature cloud. Il n'y a pas de token. On va connecter l'autorité de certification, donc en l'occurrence ici dans le test avec CertEurope. On va appeler le cloud qui contient les certificats. On va valider cette connexion dans un premier temps. On va voir un rappel de ce certificat. Vous voyez Touré Ava, donc qui est le signataire. Donc c'est son certificat. Et deuxième temps, eh bien c'est la saisie du code PIN, comme on le faisait aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui avec le token. Et donc là, le signataire vient de signer son fichier sans insérer le moindre dispositif physique sur la plateforme. Alors évidemment, va rester le débat de l'enrôlement, cette phase qui va sécuriser le futur signataire bancaire sur la plateforme, ce que vous n'avez pas vu ici, mais qui est transparent en tout cas pour l'utilisateur. Et donc peut-être avant de passer aux questions-réponses, José, peut-être tu voulais brièvement rappeler le périmètre de la solution Sage XRT qui ne se limite pas seulement à la signature bancaire. Oui, merci. Donc c'est le moment de la, comment dire, pas de la publicité, mais disons de rappeler en fait notre périmètre. Effectivement, on a des solutions, notamment pour adresser tout ce qui est centrale de paiement pour le compte d'heure. Donc nos applications, les dernières versions ont publié des API qui permettent notamment des intégrations avec d'autres applications en amont, si vous en avez. Et puis, nous travaillons toujours dans l'enrichissement de nouvelles fonctionnalités, de services innovants. Alors, la signature cloud est la première, puisque lors de l'ensemble des rencontres que l'on fait avec les clients, c'est l'une des fonctionnalités la plus demandée. Mais on travaille aussi sur l'instant de paiement, enfin ce type de service, ou de l'agrégation de comptes. Et puis, tout le travail autour de la cybersécurité. Voilà. Donc, avant de passer aux questions, donc ce que je voulais vous dire, c'est que techniquement, donc il reste quelques petits points liés aussi puisque l'enrôlement va dépendre des différentes autorités de certification, même si la partie authentification est assez, on va dire qu'il y a des standards qui en sortent, mais Frédéric reviendra dessus, et si vous le souhaitez. Et puis, techniquement, on est prêt, puisqu'en fait, on a fait CEPOC avec CertEurope, mais ça s'appuie sur des standards. Donc, le premier standard, c'est l'accès au certificat dans le cloud. Donc, on s'appuie sur un standard international qui est le Cloud Signature Consortium. Et différents standards d'authentification. On a parlé de FIDO2, qui est aussi très présent dans la monétique. Voilà. Donc,
on fait avancer nos solutions, on renforce la sécurité. Et dans le contexte actuel, effectivement, le fait de pouvoir valider des workflows et signer des workflows à distance est assez important. En tout cas, merci. Merci à tous d'avoir participé. Merci Frédéric pour les problèmes techniques. Merci Frédéric pour cette participation. Merci Bonne fin de journée. aux invités. Au revoir tout le monde. À très bientôt.